Dalf, pourquoi se préparer sur le plan linguistique uniquement n'est pas suffisant? Donc là, je vous propose de continuer la série d'articles destinés à vous aider à mieux comprendre comment bien se préparer aux examens du DELF et du DALF. Et dans un article précédent, j'évoquais les 4 activités linguistiques sur lesquelles on est évalué quand on passe le DELF ou le DALF. Donc pour rappel, ces 4 activités sont la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression ou production orale, l'expression ou production écrite. Donc ces 4 activités correspondent aux 4 épreuves que l'on a quand on passe le DELF ou le DALF. J'avais également précisé que si ces activités sont très importantes à travailler, eh bien quand on apprend une langue étrangère, que ce soit pour passer un examen comme le DELF, le DALF ou pas, on a besoin de s'exprimer, de se faire comprendre et de comprendre ce que l'on entend. Ça c'est sûr. Mais ce n'est pas tout. Loin de là. Apprendre une langue, ça demande aussi d'avoir des connaissances culturelles. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il est essentiel de garder un équilibre, j'insiste, équilibre, entre ces différents aspects de l'apprentissage, afin de pouvoir progresser de façon harmonieuse. Parce que si vous prenez du retard sur un des plans, que ce soit le plan de la conjugaison ou celui de la culture, vous allez devoir combler ce retard. Et combler un retard, ce n'est jamais très agréable. Donc, j'insiste, comme je le dis, devenir un champion de grammaire ou de conjugaison, en négligeant d'autres aspects de la langue, cela vous posera des problèmes de plus en plus importants avec l'augmentation du niveau. Parce que autant au niveau A1, A2, on peut s'en sortir en ayant des compétences majoritairement langagières, mais autant après, cela devient de plus en plus difficile. Au niveau C1, par exemple, vous devez pouvoir comprendre lorsque des émotions sont exprimées, et même de façon implicite. Donc ça, c'est très intéressant, parce que l'implicite s'exprime comment ? Eh bien, l'implicite va s'exprimer par tout ce qui est des petites références, des petites piques à droite, à gauche, des petits mots, des choses qu'il faut être capable de saisir, des choses subtiles qui sont disséminées dans un texte, dans un document. Et ce sont souvent des références qui sont culturelles. Comme je le dis, avec l'implicite, on est dans des connaissances culturelles, comme l'humour, l'ironie, tout ce qui est référence à une personne, à un lieu, à une date, les sous-entendus, les façons détournées de donner son avis, ce qui est accepté ou non dans tel et tel milieu, ce que l'on se dit, ce que l'on ne se dit pas, mais que les gens comprennent. Donc l'implicite, c'est assez large. Et à partir de la fin du niveau B2, et encore plus pour les niveaux C1 et C2, il est nécessaire d'être capable de comprendre ou de s'exprimer dans n'importe quel domaine, et pas seulement dans votre domaine à vous. Donc il faut connaître le plus de sujets possible, que ce soit des sujets de société, de politique, d'économie, d'art, de culture, de littérature, de technologie et bien d'autres encore. Il faut les connaître. Ça, cela fait partie, si j'ai tenu à parler de ça aujourd'hui, c'est parce que je suis retournée regarder les référentiels et les descripteurs dans les documents officiels du Conseil de l'Europe. Et ce document officiel est le document sur lequel le France Diplomatie Internationale, ou je sais plus, depuis qu'ils ont changé de nom, je me souviens plus. C'est le nouveau nom du CIEP. Je me souviens du nom du CIEP, mais le nouveau, je l'oublie à chaque fois. Mais c'est toujours est-il que c'est sur ces descripteurs-là que sont définis les niveaux et les épreuves pour le DELF et pour le DALF. Donc c'est pour cela que je m'appuie, que je suis allée rechercher ces descripteurs, c'est pour pouvoir vous les donner, parce que dans ces descripteurs, il est bien écrit que, à partir de la fin du niveau B2, et encore plus au niveau C1 et C2, non seulement vous devez être capable de comprendre des sous-entendus, des références culturelles et beaucoup de choses, mais on élargit et on s'ouvre à d'autres domaines. Ce n'est plus seulement votre domaine.
Alors par contre, attention, je tempère quand même, je ne veux pas vous faire peur. Non, on ne vous demande pas d'être un expert ou une experte dans chacun de ces sujets. Ce que l'on vous demande, c'est d'avoir un minimum de connaissances et de vocabulaire. Alors le vocabulaire spécifique à un sujet, cela s'appelle le jargon. On va parler d'un jargon technique, jargon médical. Et donc on vous demande d'avoir un minimum de connaissances et de vocabulaire pour comprendre ces sujets, pour pouvoir lire des textes dessus ou pour pouvoir comprendre des documents audio et pour pouvoir vous exprimer à propos de ces sujets. Donc on ne vous demande pas de savoir-faire. On ne vous demande pas de devenir un chirurgien ou un chercheur en nanotechnologie, loin de là. Mais on vous demande de comprendre des documents qui vont parler de ces sujets. Donc, quelles sont les autres compétences évaluées pour ces examens ? Eh bien, en plus des compétences purement langagières, il y a 2 autres compétences importantes qui sont d'une part la compétence communicative. Donc là, il s'agit de savoir comment utiliser correctement toutes vos connaissances linguistiques et savoir comment les mettre au service de la communication. Donc c'est être capable de transposer votre conjugaison que vous connaissez par cœur. Eh bien, cette conjugaison, être capable de l'utiliser au bon moment, dans la bonne phrase, avec la bonne concordance de temps. C'est capable c'est être capable, voilà, de parler correctement, mieux que moi déjà. C'est être capable de prendre une structure grammaticale que vous avez apprise en cours, pour laquelle vous avez fait des exercices, une structure que vous avez apprise, révisée et que vous maîtrisez. Eh bien, c'est être capable de la mettre au bon moment dans une phrase, dans un énoncé, dans un écrit, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir appuyer votre intention de communication. Donc c'est tout ça la compétence communicative. Et puis il y a également la compétence culturelle qui va être évaluée lorsque vous passerez le DELF ou le DALF. Alors la compétence culturelle, c'est encore une fois très très large, puisqu'il s'agit de comprendre comment se comporter, il s'agit de savoir interpréter les comportements des autres. Donc la compétence culturelle contient tout ce qui touche à la culture, à l'utilisation de la langue en contexte. Ça, c'est quelque chose. Comment parlent les Français ? Que disent-ils dans telle circonstance ? Et que disent-ils dans telle autre circonstance ? Que font-ils ? Comment faut-il ? D'accord ? Donc, si on récapitule, lorsque vous apprenez une langue étrangère, il faut travailler les 4 activités de base qui vous permettent de comprendre un document sonore, comprendre un document écrit, vous exprimer à l'oral, vous exprimer à l'écrit. Là, on est dans le pôle plutôt linguistique. Mais pour faire cela, vous devez pouvoir vous appuyer sur votre maîtrise de la langue, donc votre compétence langagière, votre compétence communicative, donc savoir comment utiliser vos connaissances linguistiques, comment les mettre au bon moment pour communiquer la bonne chose. Et vous devez également vous appuyer sur vos connaissances culturelles générales, votre compétence culturelle. Donc cela fait des choses qui se croisent, qui se chevauchent, qui s'entrecroisent. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas laisser... Donc cela fait 6 choses au total, 6 axes. Et vous ne pouvez pas négliger l'un de ces axes. Ils sont importants et ils sont tous évalués quand vous passez le DELF ou le DALF. Et plus vous augmentez dans les niveaux, plus ils sont évalués de façon resserrée et de façon exigeante. Donc c'est pour cela que je vous dis qu'il faut les travailler de façon harmonieuse, de façon à ne pas avoir de retard dans un de ces axes. Alors, je vous donne quelques exemples concrets de la compétence culturelle. Et cette compétence appliquée à votre apprentissage du français. Donc, par exemple, on pourra se demander quand tutoyer quelqu'un et quand vous voyez. C'est une très grande question en français. Donc là, vous voyez vraiment l'enchevêtrement.
vous voyez vraiment l'enchevêtrement des compétences, parce que lorsque vous apprenez les conjugaisons, vous allez apprendre tu manges et vous allez apprendre vous mangez. D'accord? On apprend je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Vous savez conjuguer tu manges, vous savez conjuguer vous mangez. Maintenant, ce que l'on vous demande avec la compétence culturelle, c'est d'avoir une petite idée de quand est-ce que l'on va dire à quelqu'un « tu manges avec moi ?» Quand est-ce que l'on va dire à quelqu'un « vous mangez avec moi ?» Quand est-ce qu'il va falloir dire « voulez-vous manger avec moi ?» « Mangez-vous avec moi ?» « Est-ce que vous mangez avec moi ?» Les différents niveaux, le niveau familier, le langage soutenu, tout cela va s'imbriquer de façon à utiliser au bon moment la connaissance linguistique. Donc ça, c'est très important. Un autre exemple que je vous donne, quand peut-on intervenir dans une discussion ? Peut-on couper la parole et dans quel contexte ? Là, on est dans tout ce qui est compétences conversationnelles et cela tient également à la culture. Donc vous pouvez intervenir dans une discussion, pour cela il vous faut des capacités linguistiques, vous devez pouvoir comprendre ce que les gens disent et vous devez pouvoir parler, très bien, pôle linguistique tout à fait, mais il faut également un pôle communicatif et culturel. Dans telle situation, est-ce que j'ai le droit de sauter à pieds joints dans une conversation qui m'intéresse ? Est-ce que je peux interrompre ? Et comment interrompre ? À quel moment ? Quelle attitude est-ce que je vais avoir ? Est-ce qu'il y a une formule de politesse pour pouvoir interrompre sans être vraiment en train d'être mal poli ? Donc tout cela, ça tient à la compétence communicative et la compétence culturelle. Autre exemple, quand peut-on utiliser un niveau de langue familier ou formel ? C'est souvent assez complexe comme question parce que ce qui va être familier ou formel dans une culture ne sera pas traité de la même façon dans une autre culture. Il y a des cultures dans lesquelles on peut être un peu plus formel et des cultures dans lesquelles on peut être un peu plus familier, sans pour autant manquer de respect ou sans non plus pour autant être trop strict. Et ce qui se passe, c'est que lorsque l'on apprend une langue étrangère, on a tendance à utiliser nos propres références culturelles et à les transposer parce qu'on a toujours fait comme ça, donc on ne questionne pas nos propres façons de faire. Et donc on a tendance à transposer nos propres façons de faire et on va les mettre, les calquer, les poser sur la culture et sur la langue que l'on est en train d'apprendre. Sauf que ça correspond rarement. Et donc, on se retrouve plutôt en train de faire des petites bêtises interactionnelles et des petites bêtises communicatives qui nous sont très souvent pardonnées parce qu'en tant qu'étranger, on peut se tromper et les gens savent que c'est difficile. Mais il est vrai qu'arrivé à un certain niveau, il est quand même plutôt agréable de pouvoir parler sans être en train d'être l'éléphant qui arrive dans le magasin de porcelaine et qui casse tout. Donc c'est pour cela qu'il faut être conscient de cette compétence communicative et de cette compétence culturelle, qu'il faut leur porter toute son attention et essayer d'apprendre et essayer d'être observateur. Autre chose qui concerne ces compétences, c'est comment interpréter la gestuelle qui accompagne les paroles et les expressions faciales, les mimiques, tout ce qui est langage corporel. Ça aussi, ça va changer d'une culture à une autre. Et on ne va pas forcément se comporter de la même façon. On ne va pas non plus se comporter de la même façon, par exemple, pour tout ce qui est zone de proximité. Dans certaines cultures, on pourra être assez proche des personnes, sans que ce soit ressenti comme une intrusion. Mais dans d'autres cultures, il faudra être un peu plus éloigné. Donc, les Français sont où à ce niveau-là ? Lorsque vous parlez un français, vous pouvez vous approcher jusqu'où ? Voilà, en ce moment, on a les distanciations sociales, il faut être à 1 mètre. Mais, hors distanciation sociale, jusqu'où peut-on s'approcher sans gêner la personne ? Donc tout cela, ce sont des choses qui sont à prendre en compte et à apprendre, et à comprendre, à connaître. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus, je ne vous dis pas d'y passer la nuit. Mais c'est vraiment l'idée d'être conscient qu'il y a un apprentissage à faire sur ces points-là.
Autre point, quand est-ce que mon interlocuteur pense ce qu'il dit et quand utilise-t-il l'ironie? Ça, c'est très... J'ai toujours trouvé que c'était assez difficile à comprendre dans une langue étrangère. Tout ce qui touche à l'humour, et c'est vraiment, ça fait vraiment partie des derniers bastions que l'on peut comprendre, parce que cela demande tellement de connaissances culturelles, de compétences communicatives, de références, de beaucoup de choses, mais quand même, pareil, c'est quelque chose qui s'apprend progressivement, petit à petit. Vous n'allez pas du jour au lendemain comprendre toute l'ironie et tout l'humour français, mais comprendre petit à petit comment fonctionne cet humour et en même temps comprendre ce que vous pouvez dire, jusqu'où vous pouvez aller par rapport à l'humour de votre propre culture, par rapport à l'ironie qu'il y a dans votre propre langue. Qu'est-ce que vous pouvez dire qui ne gênera pas, qui ne sera pas mal perçu? C'est aussi toute cette question qui se cache sous la compétence culturelle et la compétence communicative, et c'est pour cela que c'est très très important. Parce que d'un côté, vous n'allez pas comprendre les gens, mais d'un autre côté, les gens ne vont pas vous comprendre non plus. Et ça peut parfois poser quelques petits soucis. Pas des gros soucis, mais bon, quand même, si on peut les éviter, c'est mieux. Et donc je vous donne également un autre exemple, pourquoi la référence à tel fait ou telle personne fait sourire ou rend sérieux mes interlocuteurs. Là encore, c'est tout de la culture, une certaine culture générale, et donc il est très important de travailler ce pôle. Et dernier point que je vous donne, si je dois parler ou écrire dans des contextes différents, comment est-ce que j'adapte mon niveau de langue, le contenu de mon intervention, sa forme? Ça c'est important, parce que pour le DALF, eh bien, vous pourrez être amené, et même pour le DELF, vous pourrez être amené lors du jeu de rôle à avoir des entretiens dans différents contextes. Et il va falloir vraiment jouer ce rôle. Donc, comment est-ce que vous vous adressez à votre interlocuteur, puisque vous êtes censé être un adulte, vous êtes censé être un adolescent, vous êtes censé vous adresser à votre patron, vous êtes censé vous adresser à un ami, à un inconnu. Vous êtes normalement dans le jeu de rôle, vous devez être en colère, vous devez hésiter, vous devez avoir peur. Comment est-ce que l'on exprime tout cela? Dans une façon qui est linguistiquement adaptée, oui, mais également dans une façon culturellement adaptée. Donc ce sont des questions qui sont vraiment très très importantes, qui ne sont pas à négliger, et paradoxalement ce sont des questions qui sont les moins traitées dans les livres parce que tout simplement, ce sont les questions les plus difficiles à traiter de façon abstraite dans un livre, dans un document. Et c'est pour cela que la meilleure façon de traiter ces questions, c'est vraiment de se faire accompagner. De se faire accompagner par un enseignant qui va bien s'y connaître sur le plan linguistique, mais aussi et surtout qui va être formé à l'interculturel, aux problématiques interculturelles. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui pourra voir que ce que vous faites est causé par une mauvaise lecture de la culture. C'est quelqu'un qui pourra voir que vous êtes en train de prendre vos propres fonctionnements et de les transposer sans vous poser de questions, de les transposer sur la langue et sur la culture cible. Et donc c'est quelqu'un qui est capable de décrypter votre comportement et de décrypter le comportement de la culture française et du langage français que vous êtes en train de viser. Et donc c'est quelqu'un qui peut vous accompagner là-dessus. Et ça c'est très important. Donc si jamais faites-vous accompagner, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, mais faites-vous accompagner par quelqu'un qui peut vraiment décrypter tout cela parce que c'est très important. Donc moi je peux le faire bien sûr et je me ferai un plaisir de le faire, mais arrivé à certains niveaux, faites bien attention dans le choix de votre enseignant, de votre professeur. Il vous faut quelqu'un qui puisse vous aider à décrypter la culture. Alors j'ai pas forcément dit un natif, attention, je ne suis pas quelqu'un qui défend le 100% professeur natif, non. Je pense qu'un enseignant étranger qui a passé du temps en France, qui s'est intéressé à la culture française, sera très très bon pour décrypter la culture.
Et si vous prenez un enseignant français, il serait bien que ce soit un enseignant qui ait lui-même vécu à l'étranger, parce que c'est quelqu'un qui pourra mieux comprendre ce qu'est une culture étrangère et ce que signifie communiquer dans une culture étrangère. Et ça, c'est très important. Donc ça, c'est mon point. C'est vraiment le point. C'est faites-vous accompagner, faites-vous entourer, parce que ce genre de connaissance dans les livres, elle est difficile à trouver. C'est une connaissance qui est très, très exigeante, très mouvante. Elle bouge, elle évolue. Elle est vraiment très imprégnée du contexte. Donc dans un livre, c'est quasiment impossible à expliquer. Dans un livre, on va vous donner les grands stéréotypes, les grandes lignes, et puis c'est tout. Donc faites-vous accompagner, mais faites-vous accompagner par quelqu'un qui peut vous aider dans tout le décryptage interculturel. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.